beaucoup, mesdames et messieurs, pour nous avoir accordé votre attention à ces numéros, je dirais même enquête, ou je dirais même découvert d'une partie de la RDC. C'est bien bon, nous avons la guerre à l'Est, mais il n'y a pas que la guerre à l'Est. Il y a encore d'autres guerres froides qui sévissent dans l'intérieur de notre pays. Je vais vous parler aujourd'hui de Popo Kabaka. Je vais vous présenter les territoires de Popo Kabaka. Popo Kabaka, c'est l'un des territoires qui se trouve dans la province du Kwango. Le Popo Kabaka a une superficie de 6649 km². Popo Kabaka a une popularité de 620 787 habitants. Là, c'était les statistiques qui étaient faites en 2016. Je vous donne seulement l'idée. Peut-être ça a augmenté encore. Et le Popo Kabaka a comme langue nationale Kikongo. Mais c'est les mêmes Popo Kabaka avec qui vous allez d'ailleurs voir, avant que je vous présente mon invité du jour, je vous invite d'abord à voir ces petits éléments avec le concours du Gérard Sabongo, les commentaires de Sébastien Malonda. Il suffit d'abord ces petits récits et nous allons vous présenter notre invité du jour.
Regardez, c'est la méthode aveugle pour les chauffeurs. Ils ne voient même pas là où il est en train de mettre ses poules. Bota l'appel Bosson de Ganko. Allô, allô. Allô, allô, allô. Allô, Alba, nous donnons pour Banreka. Donc, honorable, nous avons fait tout le Banreka, moyen 14. Donc, nous sommes obligés. Acabou o diabo de lá, também não.
merci, nous sommes de retour au plateau. Popo Kabaka a beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, nous avons les réels plaisirs et nous avons l'honneur de rencontrer un élu, député national, élu de Popo Kabaka. Il vient fraîchement de là. Et grâce à lui, il nous a aidé à nous documenter plus pour pouvoir interpeller les autorités qui vont suivre cette émission, à savoir qu'il y a de grandes difficultés dans ces territoires. Honorable Jean-Pierre Passé-Zakomba, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci beaucoup de nous avoir ici, malgré vos multiples occupations. Nous nous sommes bousculés pour vous avoir parce que le devoir appelle à ce que nous puissions informer et mettre nos autorités au courant de votre voyage, de votre vacances parlementaires. Et vous nous avez amené des éléments très pertinents qui fait à ce que personne ne peut dormir même des heures du temps sans pouvoir penser à ce qui se passe dans ces coins du pays qu'on appelle Popo Kabaka. Dites-nous, honorable, c'était terrible de revenir vers vos siens qui vous ont accueillis, mais avec beaucoup de difficultés. En général, d'abord, comment vous avez trouvé la population lorsque vous avez rencontré? Monsieur le journaliste, lorsque vous dites que ceux qui suivront les images ou qui verront les difficultés qu'il faut franchir d'abord pour arriver à Popo Kabaka, peut-être ceux qui verront pour la première fois, mais nous, depuis que nous sommes au Parlement, il y a d'abord deux petits rectificatifs que je vais opérer au sujet de l'étendue. Je crois que c'est 6982 km. Okay. Et pour ce qui est de la population, moi je me réfère aux statistiques de 2008 où l'on évoquait environ 847 000 habitants. Et donc, vos informations là peuvent être rectifiées. Okay. Elles peuvent changer aujourd'hui, oui, parce que les gens se reproduisent jour et nuit. Oui. Mais malheureusement, ces statistiques semblent ne pas être fiables, étant donné que l'état civil est mort dans notre pays. Il n'y a pas de recensement. Et donc, ce ne sont que des estimations. Popo Kabaka, comme tu l'as dit, c'est un territoire qui fait partie avec 4 autres de la province du Kwango. Donc, j'ai cité les territoires de Féchi, Kaemba, Kasongolunda, Kenge. Et ensuite, le 5e, c'est le territoire de Popo Kabaka, dans la province du Kwango. Un territoire enclavé, comme vous le savez, mais qui fut alors le premier chef-lieu, surtout la cité de Popo Kabaka, fut le premier chef-lieu de la province du Kwango quand le colonisateur venait sortir du Congo central pour entrer à l'intérieur du pays, aller vers le centre. Donc ce fut la première capitale de la province de Kwango. Et donc, tout celui qui voulait atteindre le Kwilu, le Kasaï, pour aller même à l'est du pays, la route principale par laquelle on passait, c'est celle qui partait déjà de Kisantu, Ngidinga, Kimvula, jusqu'à la rivière Kwango et au territoire de Popo Kabaka avant de sortir sur Bukangalonzo. Et déjà, pour ceux qui me suivent, que ce soit le ministre des Infrastructures ou le DG de l'Office de route, c'est les raccourcis aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui. Tous ceux qui viennent du centre du pays, s'ils veulent atteindre Matadi pour certaines opérations de dédouanement ou des opérations économiques, la route à emprunter, c'est celle-là. Ils entrent à partir de Bukangalonzo directement. Ils arrivent à Popo, ils sortent par Kimvula, qui sentent où ils peuvent atteindre rapidement Matadi. Au lieu de venir perdre beaucoup d'argent ici en payant des hôtels à Kinshasa. C'est un raccourci. Mais alors une voie abandonnée. Mais pourtant, c'est une route nationale. On l'appelle la route nationale numéro 16.
qui prend son départ, je crois, à partir de Kissamp, Ngilinga, vous arrivez à Kimvula, vous arrivez à Popokabaka, pour sortir par Bukangalonzo. C'est la route nationale numéro 16 et une route longue de 447 ou 448 km. Mais aujourd'hui, cette route-là se trouve dans un état piteux. Elle n'a même pas l'air d'être une route. On ne peut même pas l'appeler une route de dessert agricole. Il faut tout simplement l'appeler une simple piste. Alors que c'est une route nationale. Parce que, abandonnée et par les autorités du gouvernement central et par les autorités du gouvernement provincial, pour ne pas parler des autorités locales. Et cela a comme conséquence, aujourd'hui, cette partie-là du Congo central, le Kimvula, tout ça, la population de Popokabaka, croupit maintenant dans une misère sans précédent, tout simplement parce qu'il n'y a pas de route. Alors qu'à l'époque, vous amenez votre véhicule, grand camion, man, quand il arrive dans un village, et quand les routes étaient encore praticables, on vous remplit très rapidement ce véhicule de sacs de cossettes de manioc, des arachides, et tout ce dont vous avez besoin, parce qu'il y a le niébé, il y a le courge, il y a tout ce dont on a besoin à Kinshasa. Il y en a là-bas. Mais les gens maintenant ne produisent que pour l'autoconsommation. Ils ne peuvent plus produire parce que même s'ils produisaient autant de sacs, comment va-t-il en assurer l'évacuation? Voilà donc tout ce que tu as vu là, tes images à toi, ou les images que moi j'amène et que je montre au fil du temps à Kinshasa, qui concernent l'état du territoire. Et ce sont des images que j'ai déjà balancées, que vous balancez aujourd'hui, vous, pour la première fois, et peut-être pour ceux qui vous suivront aussi pour la première fois, risquent de croire que nous sommes encore au IVe siècle. Honorable, je pense que le régime passé, dirigé par l'ex-président, le président sortant, Joseph Kabila, on avait découpé les provinces. C'était pour permettre au fin fond de se développer, pour permettre le développement. C'est ainsi que Kwango était devenu province. Mais c'était ça l'objectif. Mais on voit depuis qu'il y a eu découpage jusque-là, l'état que je vis, l'état que nous avons trouvé jusqu'à là, Popokabaka qui est devenu territoire aujourd'hui, qui est un grand territoire avec 3 secteurs, avec 3 grands secteurs, que Popokabaka reste sous-développé, alors on croirait que le découpage n'a rien servi. Je peux être tenté de te suivre dans tes propos, mais ce sont tes propos, ce qui est vrai. Depuis que le Congo est devenu une province, je crois que la population de Popokabaka a eu peut-être l'occasion, une seule fois, si pas deux, de voir le gouverneur de la province. Une seule fois, si je m'abuse. Une seule fois. Et si le gouverneur ne peut pas y arriver, je ne sais pas ce que vous pouvez dire des ministres provinciaux. En réalité, le problème de Popokabaka, c'est un problème qui découle du système de gestion de la République. Aujourd'hui, s'il y a quelque chose qu'il faut appeler de tout le vœu, c'est de restituer le pouvoir à la base. Parce que toutes les décisions qui se prennent à Kinshasa, je crois que dans certaines de mes interventions, vous avez toujours eu à me suivre, j'ai toujours dénoncé le fait que le budget, par exemple, qui est voté ici, que nous votons chaque année, c'est un budget qui est consommé ici et qui ne s'est jamais occupé de milieux ruraux. Les rétrocessions aux provinces qui devaient servir soit pour les investissements, soit pour la gestion de la province,
vous savez que dans toutes ces provinces, vous avez des motions de défiance qui sont devenues monnaie courante contre le gouverneur. Et parfois, on condamne les députés provinciaux d'exceller avec l'émotion. Mais non, parce que la rétrocession, c'est devenu, disons-le, un complément des salaires pour le gouverneur ou pour leur bureau. Parce que la grande partie de cette rétrocession rentre à Kinshasa et ce sont des faits qu'on a déjà dénoncés. Mais à la date d'aujourd'hui, je pense que vous suivez que la plupart des députés provinciaux, tout comme des ministres, ne sont pas payés. Il y a des problèmes de gestion. Et aussi, le gouvernement provincial eux-mêmes. Vous savez que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, dans une de ses interventions, avait dit au peuple congolais la revanche du sol sur les sous-sols. Et si les gens pouvaient bien suivre ce discours-là, l'intérioriser et se poser la question de savoir comment le sol devait-il prendre la revanche sur les sous-sols. En ce moment-là, on monterait, on planifierait ce qui permettrait à ce que la population rurale qui jadis produisait, qui faisait la force de l'économie congolaise, parce que ce sont les villages qui sont dans le groupement qui sont dans les secteurs, et les secteurs qui sont dans les territoires. C'est la force de l'économie d'un pays. Parce que à l'époque, les comptables du territoire tenaient quand même les statistiques de production du territoire. Et on s'assurait que dans chaque coin du pays, dans chaque secteur, l'on devait payer les impôts au niveau local pour contribuer à la construction de routes, à l'entretien de routes. Et parce que sans ces routes-là, vous ne pouvez pas parler de l'économie, vous ne pouvez pas parler d'une croissance, vous ne pouvez pas parler d'un développement quelconque. Il suffit que la route cesse d'exister pour que toute cette terminologie, développement, croissance économique, économie elle-même disparaisse. Et c'est le cas aujourd'hui dans la province du Kwango et plus particulièrement dans le territoire de Popo-Kabaka. Parce que là, quand tu parles de Popo-Kabaka, Popo-Kabaka est suivi du territoire de Kasongolunda. Parce qu'en partie, le territoire est frontalier au Congo central et en Angola. Et de l'autre côté, c'est le territoire de Kasongolunda. Si un véhicule a des difficultés pour traverser le territoire de Popo-Kabaka, posez-vous la question maintenant de ce qui s'ensuit du deuxième territoire le plus vaste en République démocratique du Congo, qui est le territoire de Kasongolunda. Et d'ailleurs, ce territoire-là, il est le plus nanti en production agricole. Et donc, ce territoire à lui seul peut nourrir la ville de Kinshasa si on ouvrait les routes de dessert agricole ainsi que les routes provinciales. Parce que vous y trouvez tout. Vous cherchez les haricots, vous cherchez les pommes, vous cherchez la chenille, vous cherchez les niébés, vous cherchez les maniocs, l'arachide, avec un sol là-bas argilé. Et vous avez tout ce qu'il vous faut. Mais ils vont produire. Ils vont produire pour mettre où cette production. Et donc, voilà. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans certains coins de ces deux territoires dont je parle,
ils recourent au troc pour survivre. Parce que s'il y a de l'argent qui arrive là-bas, c'est la paye des enseignants. S'il y a de l'argent, à peine quelques fonctionnaires. D'ailleurs, la banque, je crois, Ecobank, qui va payer les enseignants là-bas. Encore un autre problème dans deux problèmes. C'est que cette banque-là, même si le gouvernement de la République paye régulièrement les enseignants aujourd'hui, mais les enseignants de Popo, tout comme ceux de Kassongoloun, attendent le 3e mois pour voir leur salaire. C'est-à-dire, il n'y a pas de banque. Et quand Ecobank reçoit, par exemple, à la date d'aujourd'hui, je ne crois même pas qu'ils aient déjà touché les salaires du mois de février. Donc, il doit attendre, il touche janvier, février, mars, et on va payer 3 mois. On se déplace. Et pour le mois de mars, il faut attendre mars, avril, mai. Ils les toucheront peut-être au mois de juin. Et les autorités qui me suivent doivent comprendre que ceux qui sont à Popo Kabaka, tout comme à Kassongolunda, c'est la même situation à Kaemba, pour ne pas parler de Féchi. Ce sont des citoyens congolais qui ont comme président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et qui ont comme premier ministre Sama Lukonde. Et j'ai vu des gens en train de courir là dans le cadre de PDL 145 territoires. Mais j'ai posé la question à certains d'entre eux, messieurs, vous venez, vous voulez commencer à construire les bâtiments, les écoles, les centres de santé. Mais les ciments, vous allez les transporter sur la tête ou comment? Parce que vous auriez pu commencer par la route. En arrangeant la route, vous désenclavez, vous créez les espaces pour que certaines écoles qui sont prévues dans le PDL soient construites. Parce que certains endroits où on doit construire sont inaccessibles. Et donc, les autorités de la République qui me suivent doivent prendre conscience que il y a lieu d'écouter ce que nous, les élus du peuple, nous conseillons. Ce que nous disons. Parce que nous sommes les porte-parole de cette population. Vous voyez vous-même la qualité des images qu'il y a là-bas. Vous voyez le type d'école où on doit former les savants qui doivent redresser le Congo demain. Regardez le type de soins de santé auxquels a droit cette population. Ils sont totalement dépourvus de biens de première nécessité. Et pour ce faire, nous disons, il faut restaurer l'autorité de l'État en respectant la décentralisation. C'est-à-dire, les niveaux d'élection qu'on a organisés aujourd'hui, oui, un progrès a eu lieu, il faut le reconnaître. Mais cette fois-ci, il faut qu'on reparte à la base. C'est-à-dire, les secteurs, le groupement et les entités déconcentrées doivent également être prises en compte. Les secteurs doivent vivre aujourd'hui. Parce que si chaque secteur arrivait à se réorganiser, à comptabiliser la production des villages, les composants, et l'ensemble des secteurs constitue la commune, les territoires. Le territoire tient la comptabilité de l'ensemble des secteurs sur le plan de la production économique, ce qui veut dire que le route, parce que moi j'ai une alternative, si je ne m'abuse, à l'époque, les routes n'étaient pas entretenues par le gouvernement central. Mais aujourd'hui, on parle de la paye des cantonniers. Je n'ai pas vu un seul cantonnier qui a été payé. Je n'ai pas vu une seule route dans le territoire où on a mis un cantonnier et qui a été payé. Et donc, ce sont des choses qu'il faut décentraliser.
les routes, on mobilise les villageois eux-mêmes qui produisent pour pouvoir s'occuper de leurs routes et que l'État doit être l'entraîneur ou tout simplement le chef d'orchestre qui doit permettre à tout le monde de danser. L'État doit être le guide, il oriente, il instruit et les gens se mettent au travail. Les villageois eux-mêmes, en tenant compte de la population qui existe, il suffit qu'on prenne un pourcentage et que le chef de secteur, le chef de groupement, le chef de village reçoivent mission à ce que des routes, des pistes de routes de desserte agricole soient prises en charge par le gouvernement local, c'est-à-dire les secteurs. Parce que le secteur est une entité décentralisée, administrativement et financièrement autonome, et qui doit prendre en charge avec l'appui du pouvoir provincial, avec l'appui du pouvoir central. Nous, les gens peuvent ne pas venir se cacher à Kinshasa pour l'une ou l'autre raison. Parce que quand il y a la route, ils auront par devers eux les biens de première nécessité. Les produits manufacturés de Kinshasa arriveront dans le secteur. Et en contrepartie, les véhicules qui vont amener ces produits peuvent facilement ramasser les produits agricoles pour venir les écouler ici. Il y aura maintenant fluidité dans la circulation. Il y aura mobilité des personnes et de leurs biens. Et quand il y a déjà ces contacts-là, même les cultures, les mentalités vont changer parce que on aura à affronter les différentes cultures dans le cadre non seulement des opérations commerciales, mais aussi des opérations culturelles. Et nous vous disons que, messieurs les journalistes, vous avez la latitude de courir à Kinshasa d'un point à un autre. Je dois vous dire que quand vous arrivez à Popocabak, qui est un territoire, il y a des gens qui n'ont jamais vu une ampoule d'électricité. Il y a des enfants qui ont atteint un certain âge de 10 ans, mais qui n'ont jamais vu un véhicule. Il faut peut-être qu'ils sortent de tel village pour arriver à la cité, pour voir peut-être un véhicule. Quand il le verra, mais quel jour aura-t-il la possibilité de monter dans ce véhicule? Et donc, dans tout ça, j'ai déjà dit, et je répète aujourd'hui, à l'intention de toutes les autorités, et surtout que nous sommes la veille des élections, il faut désenclaver les milieux ruraux. Et la politique de désenclavement concerne maintenant, quand vous regardez la répartition qu'il y a au niveau des ministères, le développement rural. L'OVDA ou le directeur général et tous ceux qui l'accompagnent ne doivent pas rester dans leur bureau climatisé. Ils doivent plutôt prendre leurs directeurs provinciaux avec des équipes, que ce soit ceux de l'OVDA pour le développement rural, que ce soit l'office de route, ils doivent être sur le terrain et le gouvernement doit mettre suffisamment de moyens. Tout cet argent qu'on utilise pour des tralala dans la ville de Kinshasa, avec des distributions de pain, avec des fêtes par-ci, par-là, alors que les gens à l'intérieur, si vous regardez les dirigeants à la date d'aujourd'hui que nous sommes, quand vous regardez la quantité de voitures de luxe qui circulent dans la ville de Kinshasa, quand vous regardez nos vestes à nous devons avoir honte parfois de mettre ces vestes
quand nous sommes en face de cette population qui paye les impôts d'une manière directe ou indirecte, et ces impôts qui nous permettent, nous, d'apparaître beaux, alors que le pauvre citoyen qui investit, sur qui on tire les impôts d'une manière directe ou indirecte, vivent dans une misère sans précédent. Et donc, les budgets tels qu'il est voté là-bas, quand vous regardez le ministère des Finances, quand vous prenez le ministère du Budget, vous pouvez avoir là 500 millions de frais de fonctionnement, 1 milliard de primes. Mais on ne sait pas dégager dans le budget de l'État 1 million pour payer les cantonniers, ouvrir les routes et favoriser la production agricole. C'est celle-là la réalité de ce pays. Et malgré tous les efforts que nous fournissons, même si on mettait ces 1 million de dollars pour le paiement des cantonniers, vous allez vous rendre compte que durant l'exécution budgétaire toute l'année, c'est encore le parcours du combattant pour débloquer les 1 million de dollars qui peut servir au travail essentiel, parce que le président de la République défend le droit de l'homme. C'est-à-dire ceux qui sont dans le milieu rural ont aussi des droits qui doivent être respectés. Et le budget, il est voté pour toute la République. Et lorsqu'on prive de routes, de dessertes agricoles, alors que dans le budget, nous nous battons au niveau de l'ECOFIN pour aligner ces milieux ruraux. En quoi maintenant sommes-nous défenseurs des droits de l'homme? Monsieur le journaliste, je pense qu'en cette période précise, bien que nous ayons la guerre à l'Est, mais ceux de Popo connaissent aussi une guerre sans nom, l'enclavement du territoire. C'est aussi une guerre, celle-là. Parce que les gens là-bas périssent suite à l'absence de soins de santé. Il y en a aussi qui meurent de faim. On multiplie les analphabètes en dépit de la gratuité de l'enseignement. Oui, l'enseignement est gratuit. Beaucoup d'enfants sont allés à l'école, mais dans quelle école et quel type d'école? Et pour y récolter quoi? Honorable, je voulais bien qu'on avance parce que vous avez déjà beaucoup anticipé. D'ailleurs, beaucoup de questions que j'allais poser, vous l'avez déjà répondu sans pour autant que je puisse les poser. Mais nous devons avancer. Honorable, quand je vous entends parler, j'ai l'impression que vous êtes en train déjà de sonner, vous êtes en train de crier à le secours par rapport au projet qui a initié le chef de l'État de 145 territoires. C'est comme si vous décriez déjà que ces projets-là ne tiennent pas à Bokabaka. Monsieur le journaliste, je dois vous dire que si vous prenez les images qui sont là-bas, nous avons salué, nous avons applaudi. Mais dans mes précédentes émissions, j'ai mis en garde tous ceux qui doivent exécuter les projets de 145 territoires. Et vous savez aujourd'hui que même la réélection du président de la République est sujette, n'est-ce pas, à la matérialisation de ce projet-là. Parce qu'au moins lui, en tant que président de la République, il a pensé à la restauration de l'autorité de l'État dans les milieux ruraux. Mais il y a des difficultés réelles. Les difficultés réelles, c'est que certains milieux sont excessivement enclavés. C'est pourquoi, pendant qu'on est en train d'exécuter ce projet, il faut que l'on mette
de moyens. Outre le moyen prévu dans les PDL de 145, l'Office de route, l'OVDA doivent disposer d'autres moyens financiers. Ils doivent capaciter leur personnel pour pouvoir désenclaver. C'est-à-dire, à la date d'aujourd'hui, il est utopique de croire que nous allons réaliser 400 km de route asphaltée. Non, 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 il ne faut pas rêver. La réalité d'aujourd'hui est que les routes en terre battue, les cantonnages manuels aujourd'hui peuvent faire l'affaire. Qu'on mette des cantonniers. Nous en avons discuté au sein de à l'Assemblée nationale. Nous avons même estimé 1 km par cantonnier. Et qu'on mette certains engins pour pouvoir déblayer les situations là où il y a je ne sais pas quel est le terme technique qu'on utilise, là où il y a des problèmes difficiles à franchir avec la main. On utilise les engins, on va remblayer et permettre à ce que les cantonniers puissent travailler. Vous ne pouvez pas parler aujourd'hui de la croissance économique. Vous ne pouvez pas aujourd'hui parler de la participation de la population à l'économie sans route. Et donc, pour ce qui est des 145, nous disons que nous allons tous être vigilants. Ce n'est pas le projet du président de la République. C'est le projet de la population congolaise. Et comme la population est dirigée par un gouvernement dont le président de la République est le premier responsable, tous nous devons accompagner et nous accompagnons. Mais le gouvernement a la responsabilité première. Et c'est comme ça que nous invitons le gouvernement, à travers le ministère du Plan et tous les autres, de collaborer avec les parlements. Parce que les suivis, les contrôles, nous devons être au parfum des différents décaissements. Nous devons savoir qu'est-ce qui a déjà été exécuté pour que nous en assurions le suivi et que les 145 territoires ne connaissent pas le sort de 5 chantiers. Vous avez vu dans ces pays, on annonce 5 chantiers et après un temps on parle de la modernisation de 5 chantiers. Mais comment? On n'a pas encore d'abord modernisé et après on passe à une autre étape. Non, il faut qu'on y aille aujourd'hui de manière intelligente. Il faut qu'on surveille les travaux. Il faut qu'on sache qu'est-ce qui est en train d'être fait et comment cela est en train d'être fait. Parce qu'il s'agit de l'argent du contribuable congolais. Il doit en être le premier bénéficiaire. Et cela requiert tout simplement le changement de mentalité. Que ce soit des dirigeants, que ce soit de la population elle-même. Parce que la population, on doit la rendre responsable de la situation. Et les gouvernants doivent eux aussi améliorer la gestion. Les premiers corrompus, ce sont les dirigeants. Parce que tout le moyen qu'on met à leur disposition pour pouvoir rendre service, parce que quand on est président de la République, quand on est premier ministre, quand on est député national, quand on est directeur général, on l'est parce qu'il y a une population. Et si tous les Congolais, surtout les élites, admettaient cette théorie dans la pratique des affaires dont ils sont responsables, je crois que beaucoup vont se détourner du vol, du pillage, de détournement. Mais malheureusement, dans ce pays, ceux qui détournent sont récompensés. Et c'est ça
le plus grand changement. Vous avez suivi le président français quand il est venu. Il a demandé à ce que les Congolais soient sérieux dans la gestion même de leur pays. Et donc, nous devons être sérieux. Surtout pour les 145 ici, ceux qui ont conclu ou gagné des marchés par rapport à l'exécution de ce projet, je pense qu'ils doivent l'exécuter dans le sens de rencontrer non seulement la volonté du président de la République, mais surtout la satisfaction du peuple congolais. Voilà, nous sommes à la fin de notre entretien avec l'honorable Jacques-Pierre Passisa-Pamba. Je vous rappelle, il est élu du territoire de Poko-Kabaka et il vient fraîchement de vacances parlementaires. Avec lui, toutes les vidéos que vous voyez de Poko-Kabaka, c'est grâce à lui, l'homme du terrain. Vous les voyez d'ailleurs, comment il est sur terrain, sur la base. Il est en train de rencontrer des gens, sa population, avec beaucoup de difficultés. Honorable, nous sommes à la fin avec vous. Merci pour votre temps. Mais la toute dernière question avant de me séparer avec vous. Maintenant que vous revenez au Kabaka, vous êtes maintenant en pleine session depuis le mois de mars, vous avez député. Alors, quelles seront vos actions que vous allez mener pour vous faire attendre au vu des autorités? Non, mais nous, les actions, c'est simple. En tant que parlementaire, quand nous rentrons de vacances, la première des choses, c'est de coucher un rapport de vacances parlementaires que nous déposons à l'Assemblée nationale. Et la synthèse de l'ensemble de rapports de tous les députés est déposée au gouvernement. C'est-à-dire, l'Assemblée nationale transmet les desiderata de la population au gouvernement de la République qui doit intégrer ça dans la réalisation ou dans la planification. C'est-à-dire, lors des différents budgets que vous voyez, ce sont les problèmes qui découlent de vacances parlementaires. Mais les vrais problèmes que nous avons dans ce pays, que ce soit au moment où nous avions le budget de 1 milliard, que ce soit au moment où on a eu le budget de 4 milliards, que ce soit au moment où on a le budget de 10 milliards, l'exécution du budget n'est pas respectée dans ce pays. Et c'est là que j'accuse toujours le Parlement, l'absence du contrôle parlementaire. Parce que le gouvernement ne peut pas se permettre d'exécuter le budget sans des sanctions, ni administratives, ni pénales. Et quand il y a mauvaise exécution du budget, ceux qui l'ont exécuté doivent répondre. C'est la plus grande faiblesse de la gouvernance dans ce pays. Il faudra qu'après l'exécution du budget, lors de la reddition de comptes, que les fautes administratives soient sanctionnées. Et ceux qui ont commis des détournements de vol, ils doivent également être sanctionnés, conformément à la loi. Mais malheureusement, vous constatez parfois il y a des dépassements, on exécute des projets non budgétisés, et il y a des enveloppes budgétaires détournées, et vous voyez des dépassements, des non-utilisations de crédits, et des complications à la chaîne budgétaire, à la chaîne de dépenses, et tout ça, on passe d'un budget à un autre, on donne le quitus au gouvernement, alors que le travail n'a pas été bien réalisé. Et donc, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais conducteurs. C'est à nous, les élites, aujourd'hui, de procéder au changement de mentalité. Les textes sont là, mais nous sommes incapables de les appliquer. Alors qu'ailleurs, on arrête le principe et on gère la collectivité en fonction des principes. Mais dans mon pays, les principes existent et on fait des exceptions aussitôt qu'un gros poisson n'a pas assumé correctement sa tâche. C'est là la lutte contre les antivaleurs. Même la guerre à l'Est aujourd'hui, si nous arrêtons de voler nous-mêmes, si nous arrêtons de nous compromettre,
nous pourrons mettre un terme rapidement à la guerre. Et d'ailleurs, en ce qui concerne la guerre, tous mes frères qui sont à l'Est et qui me suivent, sachez que nous sommes ensemble. Et à ce sujet, une seule recommandation au président de la République: il faut préparer la guerre contre le Rwanda. Il n'y a pas d'autre alternative. Vous avez assez négocié. Le monde entier a vu. Vous avez été ici, vous avez été là, vous avez prouvé la bonne foi. Même si l'armée est infiltrée, vous connaissez qui sont les militaires qui ont été brassés. Vous savez quels sont les militaires qui ont été mixés. Qu'on les mette hors d'état de nuire, qu'on ait une armée des Congolais pour défendre la patrie. C'est l'unique alternative. Et tous les Congolais, rangez-vous derrière le président de la République. Nous devons défendre notre territoire jusqu'à la dernière énergie. Voilà, c'était là le dernier mot de l'honorable Jean-Pierre Passapamba. Je vous rappelle qu'il est élu du territoire de Popo Kabaka. C'est avec lui que nous sommes entretenus sur les problèmes, les difficultés de la population du Popo Kabaka. Quant à moi, je vous dis au revoir et au prochain numéro. Merci.